On va discuter avec des gens de pêche. Qu'est-ce que c'est, pêche? C'est probablement l'organisation qui collabore plus avec le service de police de la Ville de Québec. Benoît Côté, ici, qui dirige l'organisation. Et Steve, qui en bénéficie visiblement. Merci de ta générosité d'être là, Steve. Benoît, les gens qui ne connaissent pas pêche connaissent sûrement l'édifice sur le bord de Charest, qui est sûrement le plus bel édifice de la Basse-Ville. Parle-nous de pêche. Pêche, c'est une bande d'irréductibles qui croient que des personnes désaffiliées, ça devrait pas exister. C'est une utopie, là. Mais que tu aies un problème de santé mentale, de toxicomanie, de judiciarisation, d'itinérance, on lutte contre le fait que ces personnes-là soient considérées comme ou irrécupérables ou des personnes laissées pour compte. Donc, on travaille avec des équipes qui accompagnent des personnes qui veulent sortir de l'itinérance en logement. On les déménage, on les installe. La bonne nouvelle, c'est que ça marche. T'sais, après 5 ans, on a réussi avec des petites équipes à sortir 150 personnes de l'itinérance chronique à Québec. Donc ça, on en est très, très contents. Donc, je comprends que vous avez décidé que la santé mentale, les problèmes de santé mentale, l'itinérance, c'est pas une fatalité, là. On a un pouvoir là-dessus. Moi, j'y croirai toujours. Et moi, je crois qu'avec le logement social, par exemple, puis je souris à la position de la Ville de Québec et je suis très heureux d'augmenter le nombre de logements sociaux d'ici 2030 pour accueillir des clientèles dites marginalisées en logement. C'est le socle à partir duquel on peut construire le rétablissement des personnes. C'est pas tout avoir un logement subventionné. Il faut aussi que les gens puissent être en contact avec d'autres personnes dans la communauté. C'est un défi majeur, ça. Mais l'idée, c'est de créer des liens entre toutes les... en mixité sociale, avec tout le monde dans un quartier aussi beau que Saint-Roch, aussi bigarré, avec une écologie sociale incroyable. Mais il y a des réalités d'itinérance, il y a des réalités qui frappent un peu plus sec dans des quartiers centraux. On peut réduire de 50 à 80 l'itinérance chronique en offrant des logements, bien sûr, mais en accompagnant les personnes. Une personne dans la rue, ça coûte 50 000 $ par année, straight pipe, là. Puis son problème n'est pas réglé. On a trop longtemps, depuis 30 ans, accompagné dans l'itinérance seulement. Maintenant, il faut non seulement accompagner, mais sortir les gens de l'itinérance. Steve, on se connaît pas vraiment. Pêche est arrivé dans ta vie comment? Comment ça s'est passé? Puis merci d'être là, tu es très généreux. Vas-y librement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'à un moment donné, tu rencontres Pêche? Moi, ça a commencé avec... je crois que c'était à l'époque où j'étais suivi en CLSC. Donc, je suis passé à partir du CLSC. Puis quand le suivi au CLSC allait bien, on m'a suggéré d'aller dans un suivi communautaire. Suivi communautaire qui tournait autour du phénomène de voix. Parce que moi, c'était ma problématique. C'est quoi ton petit souci de santé? Ton petit souci de santé? Ah, c'était la schizophrénie. Schizophrénie, OK. Oui. Schizophrénie induite par une psychose toxique à l'âge de 17 ans. Là, parce que j'ai pris trop de drogue sur une trop courte période de temps, puis ça a déclenché une crise. Un gros rush, là. Oui. Le mané, t'entends des voix. Oui. Compliqué, ça. Oui, évidemment. C'est pas évident à gérer, vu que tu sais pas c'est quoi. Ça t'arrive comme... À quelle cadence t'entends ça, là? Moi, c'est sur une base quotidienne. À tous les jours? À tous les jours. Je peux partir n'importe quand, puis, comment dire, j'entends des voix dans une conversation, puis je perds un peu le fil, là. Est-ce que c'est possible de gérer ça, ce problème? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ce que j'apprends, là, ces 2-3 dernières années, c'est de la gestion. La gestion. C'est carrément ça, là. C'est de passer d'un état où est-ce que tu es submergé, où est-ce que tu es en panique, où est-ce que tu es en crise, où est-ce que tu as besoin absolument d'aide, à un état où est-ce que tu te bats, tu veux gérer la situation, mais tu sais pas comment. Il y a d'autres étapes aussi, comme la résilience, où ce que tu dis, bon, ma vie sera peut-être plus comme elle était, mais on peut bâtir quelque chose d'autre. Vivre avec. Puis il y a le vivre avec aussi que j'ai vécu pendant longtemps. Puis là, je suis rendu à l'étape où je veux vivre au-delà. Et je m'organise pour gérer ma situation. Puis gérer ça, ça prend des moyens, ça prend... ça prend des outils. Pêche, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie, là? Pêche, ce qu'ils ont fait pour moi, premièrement, c'est le volet par lequel je suis entré, c'est le groupe d'entendeurs de voix. Et puis petit à petit, j'ai intégré d'autres volets, puis des cours, puis d'autres services. J'ai fait du bénévolat. Mais décris-nous, là, quels sont les 2 premiers outils que tu utilises pour gérer la schizophrénie? Je vous dirais le soutien. Le soutien de confiance, c'est-à-dire notamment des pairs, comme le groupe d'entendeurs de voix, mais aussi des intervenants.
Parce que les intervenants t'amènent une écoute empathique surtout, qui te permet de brosser un portrait qui te permet de pouvoir relativiser ta situation, puis de trouver des pistes de solutions aussi, même si ça... Dédramatiser. Oui, puis dans une certaine mesure, enlever le brouillard. Tu sais, le brouillard qui Le dit... smog. Qui dit que Essayer de voir clair. c'est ça, ou ce que tu penses qu'il n'y a rien de normal qui t'arrive, là, que c'est une situation qui n'arrive qu'à toi. Tu te prends pour un extraterrestre, évidemment. Entre autres, oui. Si tu te vois pas comme les autres, là. Ben non, sûr. évidemment. Ouais. Benoît, comme tous les problèmes dans la société, on a tendance, tout le monde, à travailler en silo. Chacun a son petit devoir à faire, chacun a son service à donner, mais ça ne solutionne pas le problème. Et c'est peut-être là où vous autres, vous faites la différence. Quand tu parles aux gens et tu leur demandes, c'est quoi tes principaux besoins, toi? Bien, j'ai besoin d'un logement salubre, puis j'ai besoin d'un logement subventionné. Et puis j'ai besoin d'activités communautaires pour me permettre de sortir de mon isolement. Et j'ai besoin de soins. Sur combien d'interventions vous accompagnez le service de police de la Ville de Québec dans une année? Parce que ça devient important d'expliquer ça aussi en termes de nombre de statistiques. En fait, c'est pas rien. Bon an, mal an, c'était près de 2500 personnes qu'on accompagne dans des interventions en situation de crise avec des citoyens, avec nos partenaires du SPVQ. Avec la pandémie, il y a une augmentation de 20 des demandes. Donc, on augmente. On est probablement autour de 2800. C'est 8 interventions de crise jour, soir, nuit par jour avec le SPVQ que nous faisons. Et ils sont rendus bons. Je peux vous dire que les policiers sont rendus bons. Nécessité fait loi, comme tu dis. Ils sont rendus bons. Évidemment, je suis pas peu fier de dire que ce qu'on fait avec le SPVQ, c'est vraiment une alternative qui est unique au Québec. Je ne connais pas d'autres corps policiers qui couvrent les 24/7 dans l'ensemble des situations que le SPVQ couvre, avec un organisme communautaire. Et après 20 ans, on peut dire qu'on a vraiment des partenaires. Là. Oui, puis je veux dire à tout le monde que les centaines de policiers et policières qui travaillent à la Ville de Québec ont été formés, oui. Il y a des pans de leur formation qui sont concentrés sur la santé mentale, les problèmes de toxicomanie, etc., etc. Mais un policier, c'est un policier. Un policier, c'est pas un psychologue. Un policier, c'est quelque part un intervenant social, mais pas vraiment. Et on serait pas capable d'œuvrer dans la cité sans pêche puis sans le travail de toutes les organisations communautaires. Steve, as-tu espoir d'avoir une vie normale avec une conjointe, un conjoint, éventuellement une famille? C'est quoi ton objectif ultime, toi, comme individu? Puis en fait, j'ai plusieurs objectifs. J'ai des rêves. Maintenant, je vis pour réaliser mes rêves. Donc, je suis entrepreneur, je suis travailleur autonome. T'es entrepreneur. Oui. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je fais des conférences, je livre mon témoignage en santé mentale. Je fais de la distribution, je fais de l'entretien, je fais de l'accompagnement. Tu gagnes ta vie? Je fais du coaching de vie, oui. Tu gagnes ta vie. Ouais. Parle-moi donc de 2-3 de tes rêves. Mes rêves. Partage-nous ça. Ouais, je vais faire ça simple parce que c'est gros. C'est des rêves. C'est fait pour être grand. Un rêve, faut que ce soit gros, c'est sinon ça vaut pas la peine. Non, c'est ça, exactement. Mais quand on y va étape par étape, je vous dirais que la première étape, c'est de vivre au-delà de ma problématique de santé mentale, puis de passer à un autre niveau où ce que je veux animer des ateliers, où ce que ma psychologie que je me suis forgée avec le temps soit le centre d'un réseau. Mais je suis déjà en train de l'établir, ce réseau-là, de clients, d'organismes que je côtoie. Tu sais, ça, des gens qui sont autour de moi. Un entrepreneur, il a besoin de clients, tu sais. C'est ça. Moi, comme j'ai réussi à arrêter de fumer, donc c'est une victoire. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté la cigarette, donc c'est une victoire. Puis ça, ma méthode, plus ce que j'ai acquis comme connaissance avec le temps, fait partie des genres de coaching que je veux donner. Est-ce que tu veux dire que grâce à Pêche, t'es plus en détresse? Hein? Bon, évidemment, gérer ça, c'est pas évident tous les jours. Est-ce que quand on dit écarter le brouillard, tenter de comprendre, de cerner le problème, puis ensuite de le gérer, est-ce que Pêche t'a permis de pas toujours être en état de détresse? Effectivement,
des fois, on a tendance à le perdre de vue, cet aspect-là. Mais c'est vrai que c'est un stabilisateur parce que souvent, si ça va pas bien avec ta famille ou si intérieurement tu vas pas bien avec les autres, c'est rare qu'avec des intervenants, ça va pas bien. Parce que les intervenants ont déjà une prédisposition. C'est sûr qu'ils restent humains. Mais moi, la qualité des intervenants que j'ai eus, c'est incroyable. Là. Je pense que la Ville de Québec va avoir besoin de toi. Une ville, il faut que ça s'occupe du monde. Il y a toutes sortes de monde. Alors, si tu me permets, tu vas nous aider à tenter de faire comprendre à la population ce qu'est la détresse, les problèmes de santé mentale. T'es brillant, mon vieux. Merci. Merci. T'es courageux, surtout. T'es généreux. Merci. Dernière question. La question qui m'obsède toujours. Benoît Côté, est-ce que, selon toi, la société québécoise investit autant pour soulager les problèmes de santé mentale qu'elle le fait pour les problèmes de santé physique? C'est incomparable. Tout se passe comme si, encore, la santé mentale, il y a un tabou, il y a un voile encore autour de ça. On préfère investir dans la santé physique. On va avoir un bel hôpital, l'Enfant Jésus est rénové, il a coûté milliards, c'est parfait, on va tous en bénéficier. Et je comprends pas vraiment, je comprends pas pourquoi on donne pas un coup de barre en investissement en santé mentale. Parce que selon l'OMS, et puis on le voit en pandémie, là, c'est un problème de santé publique majeur. Là. Comment ça se fait qu'on le fait pas? Vous avez parlé, M. le maire, de volonté politique. Ça prend une volonté politique pour ça. S'il n'y a pas de volonté politique, on va continuer à avoir des budgets qui sont beaucoup trop restreints. Alors, t'en conclus qu'on ne considère pas la santé mentale comme un mal aussi important que les problèmes de santé physique. Absolument. C'est très questionnable. Merci, Benoît. Plaisir. Steve, on se reparle. Merci.